envie de vous raconter pourquoi il y a un mythe au paddle qu'il faut jouer et slicer. Bon, ce mythe, avant, il était encore beaucoup plus fort et il y a une raison. Ce n'est pas à cause du terrain, mais à cause du règlement. Il y a quelques années. Bonjour à tous, je suis là pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu différente. Ce n'est pas pour vous présenter notre nouveau club de paddle. Ce bâtiment, c'est le Guggenheim. Il se trouve en plein centre-ville de Bilbao et nous sommes venus ici parce que c'est là que se trouve le terrain de paddle dans lequel j'ai découvert ce sport et je voudrais vous le partager. Et de plus, je vais en profiter de cette vidéo pour discuter d'une croyance qu'il y a au paddle et c'est qu'il y a pas mal de personnes dans le monde qui pensent qu'au paddle, il faut jouer slicer. Nous avons déjà dit plein de fois que ce n'est pas comme ça, je suis certain que vous le savez, mais on veut quand même savoir d'où vient cette idée et pendant la vidéo, vous allez la découvrir. Donc accompagnez-moi et on va parler de ça. Allez. Bon, nous sommes arrivés. C'est le club Deportivo de Bilbao. C'est un club traditionnel. Il a été construit en 1894, si je ne me trompe pas. Et bon, c'est ici que se trouve le terrain. Donc il nous reste quelques escaliers. Accompagnez-moi, on va voir ce terrain. Comme vous le voyez, les toits des maisons, donc nous sommes en hauteur, en plein centre-ville de Bilbao, dans la zone plus exclusive, entre le Guggenheim et la place centrale de la ville. C'est là que personne n'y attendrait retrouver un terrain de paddle, mais c'est là qu'ils ont dû le faire. À la base, c'était un fronton, pelote basque, un petit fronton où les gens venaient jouer. Mais dans les années 90, le paddle est arrivé en Espagne et les abonnés du club voulaient essayer le sport. Du coup, ils ont dû renouveler un peu le fronton et le transformer en un terrain de paddle. Mais l'entrée, elle est un peu bizarre. Suivez-moi. Bon, en espagnol, nous avons une expression qui dit sauter au terrain. Ça veut dire accéder au terrain. Et littéralement, vous avez vu que dans ce terrain, il faut sauter pour y accéder parce que l'entrée elle est plus haute que le terrain. Et de plus, regardez où se trouve la porte. Elle est en pleine zone défensive du joueur de droite. Cela, c'est quelque chose qui arrivait très souvent à mon époque. On retrouvait les portes du terrain un peu n'importe où et c'était parce que le paddle, c'était un sport nouveau. Donc, il n'y avait pas d'espace dans les clubs qui était fait juste pour le paddle. En fait, ils avaient des petites places qu'ils ont profité pour ajouter un terrain de paddle et essayer si les abonnés du club ils aimaient bien. Et bon, dans ce club-là, c'est ça que nous retrouvons. Une porte derrière avec toutes les formes qui peut avoir la porte. D'ailleurs, le matériel, il est différent. Vous entendez, la porte, elle est en métal. Par contre, le terrain, il est en béton. Donc, le rebond sur la porte ou sur le reste du mur n'a absolument rien à voir. Une chose de plus pour que le sport soit amusant. Sur ce terrain, il y a beaucoup de choses à dire. Il a été construit en 1990 et à l'époque, tout était accepté dans le paddle. Et quand je dis tout, c'est quasiment tout. Déjà, la hauteur du plafond, nous ne sommes pas très habitués parce que si on joue en outdoor, il n'y a pas de plafond. Et si on joue en indoor, les bâtiments ont les plafonds de plus en plus élevés. Ici, ce plafond, je pense qu'il doit être autour de 7 mètres de hauteur. Donc, très difficile de lober. Mais il y a une chose encore plus évidente. Est-ce que vous avez déjà vu une grille comme ça? En fait, c'est une grille qui n'est pas une grille parce que c'est le même matériel, c'est juste le mur qui a été peint de différentes couleurs. Donc, imaginez ce que ça peut donner ici de défendre une bandeja qui arrive forte à la grille. Vraiment, c'est une expérience bizarre. Et de jouer sur ce terrain, je peux vous annoncer que ça ressemble énormément à un flipper. Même si la balle rebondit de partout à cause de cette grille, le terrain va nous aider à couvrir les angles. Nous allons faire un petit voyage au règlement de paddle et nous allons regarder les dimensions d'un terrain normal. Un terrain normal doit mesurer 10
mètres de largeur fois 20 mètres de longueur, avec une petite, mot-clé petite, tolérance de quelques centimètres au cas où, au niveau de la construction, ça n'a pas été super précis. Bon, ce terrain, comme vous pouvez le voir, on l'a mesuré à peu près, mais il doit faire maximum 8 mètres de largeur. Donc, c'est très facile à protéger le milieu. Par contre, pour les joueurs qui aiment trouver des coups gagnants quand ils sont en défense, c'est pas votre terrain idéal, désolé. D'avoir les grilles de peinture et des terrains de 8 mètres de largeur, c'était pas si habituel, n'ayez pas peur. Mais par contre, vous pouvez imaginer que dans mon étape jeune, j'ai presque tout vu dans le paddle. J'ai vu des terrains où chaque côté était d'un matériel. Par exemple, d'un côté, on jouait en vitre, de l'autre, on jouait en mur. Et j'ai vu des terrains où les portes étaient asymétriques, donc il y avait un côté où la porte gênait beaucoup plus que de l'autre. J'ai vu des terrains où il y avait des poteaux qui traversaient le plafond, donc ça dérangeait énormément pour faire des lobes. Bref, j'ai tout vu. Maintenant, heureusement, le paddle a évolué et ça, on ne le voit pas plus. Mais il y a des choses qui étaient très communes. Par exemple, le mur qu'il y a sur ce terrain, il fait 4 mètres. Avant, tous les terrains, ou quasiment tous, avaient 4 mètres de hauteur. Cela faisait que les points étaient beaucoup plus longs et que la bandeja, la vivora, le smash lifté sur la grille était beaucoup plus important que maintenant parce que très souvent on ne gagnait pas le point à cause de la frappe, mais à cause d'une bonne balle de pression comme c'était une vivora ou une bandeja. De plus, le matériel, c'était du mur, du béton, donc ça n'avait rien à voir avec le rebond que peuvent donner des vitres qui sont beaucoup plus élastiques. Déjà, au moment de freiner, il fallait savoir le faire avec les jambes, parce qu'avec la vitre, nous avons le droit de nous appuyer avec l'épaule ou avec le dos et de freiner contre la vitre. Bon, ici, nous avons aussi le droit de le faire, mais par contre, ce n'est pas du tout conseillé parce que c'est très dur, c'est pas flexible et on se fait très, très, très mal. Le mur ne doit pas seulement changer notre technique de déplacement pour ne pas se faire mal, mais aussi notre tactique pour attaquer les adversaires. Parce que le rebond, il est complètement différent que sur les vitres. Le mur, il absorbe la balle et en fonction de la peinture qui a été utilisée avec le mur, il accroche beaucoup plus ou beaucoup moins. Donc, il fallait s'adapter énormément à chaque terrain. C'était très particulier et c'était vraiment un défi de jouer dans un terrain qu'on ne connaissait pas. Par exemple, sur ce terrain-là, les murs, ils absorbent vraiment la balle et en plus, ils la font rebondir vers le haut. Donc, c'est très compliqué de gagner les points avec une balle basse. De plus, comme il est petit, les adversaires, ils ne laissent pas des espaces énormes. Donc, ça devient vraiment une marathon de faire un match paddle ici. Pas seulement le mur, il y a aussi le sol qui rend le rebond très différent. Et c'est que, je ne sais pas si ça se voit bien sur les images, mais nous ne sommes pas sur du gazon artificiel, mais sur de la moquette. C'est un matériel synthétique, très dur, qui arrête complètement la balle. D'ailleurs, les balles ici, elles s'usent énormément, très très vite, parce que c'est très abrasif. Et on ne le retrouve pas souvent sur les terrains de paddle, mais à l'époque, le central du World Paddle Tour, bon, c'était pas le World Paddle Tour, mais le central du circuit professionnel, il était fabriqué avec ce matériel parce qu'il était très facile à installer et à désinstaller lorsque le tournoi était terminé. De plus, même à mon étape pro, ça veut dire quelques années plus tard, je l'ai retrouvé plusieurs fois sur les tournois qui étaient faits en Amérique du Sud parce que là-bas, c'était compliqué de trouver du gazon synthétique de bonne qualité. Donc, pour le central du World Padel Tour, maintenant c'était déjà le World Padel Tour, ce qu'il faisait, c'est utiliser un terrain de matériel de moquette. Donc, ça rendait le jeu très différent. Et bon, j'imagine que pour les spectateurs, c'était intéressant de voir des tournois différents aussi. Je ne pouvais pas vous emmener au terrain dans lequel j'ai découvert le paddle sans vous emmener un petit souvenir. Et c'est que j'ai emmené ma première raquette de paddle. Bon, en fait, ce n'est pas la première raquette de paddle que j'ai essayée, mais c'est avec laquelle j'ai appris à jouer au paddle. C'est une raquette de la marque Vision. Ça, maintenant, je crois que ça n'existe plus. Et comme vous pouvez voir, c'est une raquette très différente. Déjà, le son, il est très, très dur. Les bords, ils sont de 35 mm et le centre de la raquette, il ne fait pas 35 mm. Maximum, il va faire
une trentaine de millimètres parce qu'il y a du relief, il y a du bord. La raquette, elle était très dure, très difficile à casser. Et en plus, elle était lourde. Celle-là, je l'ai pesée avant de venir. Elle fait 390 grammes. Donc, imaginez un petit de 9 ans ou 10 ans qui jouait avec cette raquette. Maintenant, c'est quelque chose d'inimaginable. Cette raquette, je l'ai eue comme cadeau d'anniversaire et je jouais longtemps avec elle. Je la conserve maintenant. Et je l'ai choisie parce que c'est écrit raquette championne du monde. Et cette raquette, c'était Fernando Velasteguin qui jouait avec elle. C'était mon idole à l'époque. Et après, j'ai eu l'opportunité de le connaître, de jouer contre lui et même de faire des petits voyages. Donc, vous pouvez imaginer que c'est le rêve de tout enfant qui est devenu réel. En tout cas, comme souvenir, j'ai ma première raquette, c'est sa raquette. Si vous voulez savoir ce que ça donne de jouer avec cette raquette, c'est une expérience qu'il faut vivre, mais je vais essayer de vous le décrire un tout petit peu. Bon, comme je vous ai dit, la raquette, elle est lourde, elle est très rigide. La balle, elle part quand même. C'est pas qu'il n'y a pas du tout de la puissance, mais le toucher, il est spécial. La raquette, elle vibre et surtout, elles sont très, très, très peu tolérantes. Avec cette raquette, dès qu'on décentre un peu la balle, vraiment, elle nous le fait savoir. De ma part, la révision du terrain est complétée. Je n'ai pas énormément de choses de plus à vous raconter et j'espère qu'avec cette vidéo, vous avez pu comprendre pourquoi le paddle a évolué de cette façon et pourquoi le jeu il est en évolution continue. C'est un sport très jeune qui a changé énormément en très peu d'années. Mais je vous avais promis une chose de plus. Je vous avais promis de vous raconter pourquoi il y a un mythe au paddle qu'il faut jouer et slicer. Bon, ce mythe, avant, il était encore beaucoup plus fort et il y a une raison. Ce n'est pas à cause du terrain, mais à cause du règlement. Il y a quelques années, pas énormément, je ne sais pas vous dire exactement, mais je pense qu'il y a une quarantaine d'années, les règles du paddle ressemblaient à celles que nous avons maintenant, mais par contre, il y avait une règle qui changeait complètement le jeu, et c'était une règle qui nous obligeait à laisser rebondir la première balle qu'on recevait après le service. Donc, le joueur qui servait était obligé de rester en défense, et le joueur qui retournait le service avait l'opportunité de prendre le filet. Pour prendre le filet, de quoi il avait besoin? Il avait besoin de deux choses, de temps et d'une balle qui ne rebondisse pas pour que son adversaire ne puisse pas l'attaquer. Donc, c'était quoi le meilleur choix? De faire une balle slicée. Et dans ce cas-là, on ne se préoccupait pas que la balle flotte à cause du slice, parce que le joueur d'en face était obligé de laisser rebondir. Donc, un retour de balle idéal, c'était un retour bien slicé, qui flottait, qui donnait le temps de monter au filet et qui en plus allait tomber au moment de toucher la vitre ou le mur, parce que probablement en face, on avait un mur à la place d'une vitre. Et bon, ça c'est la raison très simple pour laquelle on retournait slicer. Maintenant, cette règle n'existe pas, donc il n'y a aucune raison pour faire ce type de retour. Le retour maintenant au paddle, il est à plat ou même nous pouvons un peu le lifter. J'espère que la vidéo vous a résulté intéressante. Ce terrain, il va être renouvelé dans quelques mois, donc on va pas avoir l'opportunité de le voir beaucoup plus de fois. Mais bon, nous laissons ici le petit souvenir et on le laisse enregistrer en vidéo. Je vous dis à la prochaine. Ciao.